Aujourd'hui, on explore les archives pour mieux comprendre une personnalité vraiment hors du commun. Imaginez un peu, 6 juin 1944, au large de la Corse, Hmm, un avion militaire français qui amérit en catastrophe. oui. Et là, des tirailleurs sénégalais secourent l'équipage et découvrent, un peu stupéfait, Joséphine Baker sur la carlingue. Incroyable. La question vient tout de suite, mais qu'est-ce que l'icône des années folles faisait là dans cet avion? C'est vrai que l'image est saisissante, ça tranche tellement avec la Baker d'avant-guerre, la star du music-hall, quoi. Oui, Parce qu'en 44, bon, elle n'est plus seulement l'artiste. Elle est engagée, membre de l'armée de libération. Son entrée au Panthéon en 2021 a mis ça en lumière, bien sûr, mais mais les détails restaient un peu flous, non? Surtout sur ses débuts dans cet engagement. exactement. Et c'est ça qu'on va essayer de cerner aujourd'hui grâce à des archives, des lettres, des documents officiels. Ce qui est intéressant, c'est que les traces la lient moins au réseau de résistance classique, on va dire, Ah oui, qu'au contre-espionnage. Et ça dès le début de la guerre. Un milieu où, par définition, on laisse peu de traces écrites. d'accord, donc elle commence très tôt. Oui, très tôt. En fait, dès septembre 39, elle est contactée par Jacques Aptet. C'était le chef du contre-espionnage militaire à Paris. Septembre 39, donc vraiment au tout début. Tout au début. Et ce qui est fascinant, c'est que sa célébrité, loin d'être un problème pour ce genre d'activité secrète, c'était son meilleur atout. Sa première mission, c'était d'utiliser ses contacts, ses dîners mondains, Ses entrées dans les ambassades. voilà, surtout italiennes et japonaises à l'époque, début 1940, pour sonder un peu leurs intentions, savoir où ils se situaient. Elle utilise sa notoriété comme couverture, en quelque sorte. Mais alors, après la défaite de 40, comment ça évolue? Eh bien, Apté, lui, il passe dans la clandestinité forcément, et Baker, elle décide de le suivre. C'est là qu'elle bascule vraiment dans l'action clandestine. Elle devient ce qu'on appelle une honorable correspondante, une HC. Une HC, c'est-à-dire? C'est un statut un peu informel, un agent non officiel qui sert de couverture. Pour Apté, elle est parfaite. Il se fait passer pour son manager, Jacques Hébert. Ça leur permet de voyager, de faire passer des infos. C'est malin. Sa notoriété devient un paravent. Est-ce qu'on a des exemples concrets de missions? Oui, oui. Le colonel Payol, qui était le supérieur d'Apté, en raconte une assez spectaculaire. Un voyage à Lisbonne. Ah, Lisbonne, la plaque tournante de l'espionnage à l'époque. Exactement. Le but, c'était de filer au service secret britannique des renseignements cruciaux, Aux positions allemandes, projet d'infiltration d'agents en Angleterre. des choses très sensibles. Et comment il transmettait ça? Alors, une partie était écrite à l'encre sympathique, l'encre invisible, quoi, sur ses partitions de musique, Sur ses partitions. Incroyable. Oui. et le reste, apté le mémoriser. Imaginez un peu le tableau. Des secrets militaires qui voyagent cachés dans des chansons de music hall. C'est C'est du cinéma. une double vie incroyable. Et ensuite, ils partent en Afrique du Nord, c'est ça? Oui, direction Casablanca, qui est sous autorité de Vichy à ce moment-là, Ouais. pour continuer le travail de liaison. Mais là, gros coup dur. Joséphine tombe très gravement malade. Ah ouais, oui, elle est hospitalisée pendant quasiment 1 an et demi. Ça met un sérieux coup d'arrêt à ses activités, évidemment. Mais elle revient. Après son rétablissement, le contexte a changé aussi. Tout à fait. L'Afrique du Nord est libérée par les Alliés, l'armée française se reconstitue là-bas, et surtout, une nouveauté importante, les femmes sont maintenant autorisées à s'engager officiellement, Et elle saute sur l'occasion, j'imagine. immédiatement. Elle devient sous-lieutenant Joséphine Baker. Fait intéressant, elle avait un brevet de pilote. Ah bon? Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'on la recrute. On la nomme officier de propagande. Et elle a l'autorisation de porter ses tenues de ville ou de scène en service. Officier de propagande. Ça veut dire quoi concrètement? C'était quoi ses missions? C'était une triple mission en fait. D'abord, hyper important, remonter le moral des troupes. Alliés, Français libres. Elle fait des tournées partout, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Égypte. Elle va même jusqu'en Angleterre, parfois tout près du front. Elle chantait pour les soldats, en gros. Voilà. Ensuite, deuxième mission, remplir les caisses. L'armée française renaît, elle a besoin d'argent. Joséphine met sa notoriété à contribution, organise des galas. On estime qu'elle a récolté l'équivalent de à peu près 2,5 millions d'euros actuels. C'est énorme. Impressionnant. Et la troisième mission, C'était de promouvoir l'image du général de Gaulle et de la France libre. Elle était une star mondiale, pas compromise avec Vichy. Son soutien était... un atout politique énorme pour le gouvernement provisoire. Ça montrait que des artistes de renom étaient avec eux. D'accord. Et l'avion en Corse, alors? Ça s'inscrit là-dedans. Exactement. Elle était en pleine tournée pour les troupes qui préparaient le débarquement en Provence.
C'est lors d'un de ces déplacements qu'a eu lieu cet amérissage forcé en juin 44. Ça boucle la boucle avec le début. Tout s'explique. Et la reconnaissance officielle, elle arrive quand? Après la guerre, elle reçoit la médaille de la Résistance dès 1946. Et puis ses supérieurs la proposent pour la Légion d'honneur, à titre militaire. Mais finalement, Ah, la décision est prise de la lui donner à titre civil, pour récompenser l'artiste au service des armées, plutôt que la combattante. une nuance qui a dû compter pour elle, j'imagine. Oui, apparemment. Mais une solution un peu sur mesure est trouvée en 1961. C'est le général Martial Valin qui lui remet la Légion d'honneur, civile donc, mais il y ajoute la croix de guerre avec palme. Ah, la croix de guerre, c'est militaire, ça. Voilà. Ça distingue une action d'éclat. Donc d'une certaine manière, ça reconnaissait aussi la combattante en elle. C'était important. C'est un parcours vraiment unique. J'ai du mal à imaginer une autre célébrité française de cette époque avec un tel engagement aussi varié. Non, c'est vrai. C'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, son parcours commence seulement à être vraiment étudié sur le plan académique, hein. Il y a eu une bourse de recherche attribuée à une historienne, Anna Diamond, juste avant l'annonce de sa panthéonisation. Ça montre qu'il y a encore des choses à explorer. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà des faits d'armes, qu'on imagine plus facilement, quelle place est-ce qu'on fait dans notre mémoire collective de la résistance à ces autres formes d'engagement? L'espionnage, la propagande, ces actions moins visibles mais qui ont été, sans doute, essentielles à la victoire, non? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui compte comme acte de résistance et comment on s'en souvient? Matière à réflexion.